Bonjour à toutes et à tous. Nous allons revenir à l'Anthropocène pour poursuivre sur la question du CO2 anthropique. Et plus précisément, je vais vous présenter des résultats basés sur les observations de CO2 in situ qui mettent en évidence l'absorption de CO2 anthropique l'absorption de CO2 par l'océan et sa séquestration en profondeur. Je commencerai par poser le contexte général. Donc là, je vais répéter certaines choses qui ont déjà été dites, mais je me dis que la répétition ne fait pas de mal. Donc je parlerai brièvement de l'évolution de CO2 dans l'atmosphère, du bilan global de carbone et du phénomène d'acidification des eaux. Nous verrons ensuite quelles sont les observations disponibles pour étudier l'évolution du CO2 dans l'océan et dans quelle mesure ces observations sont coordonnées au niveau international. Oui. Nous passerons ensuite à la question de l'échange de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Quelles sont les régions de l'océan qui absorbent du CO2 atmosphérique, quelles sont les régions qui en rejettent, et quelle est la variabilité du puits air-mer de CO2 d'une année à l'autre et à l'échelle décennale. Et ensuite, j'aborderai la question de la séquestration de CO2 anthropique dans l'océan intérieur, quelle est sa distribution spatiale et sa variabilité décennale. Et je terminerai en exposant quelques points de conclusion. Donc, commençons par le contexte général scientifique. Donc, on l'a vu, le premier problème du CO2, c'est que c'est un gaz à effet de serre. Donc, les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère et conservent une partie de la chaleur en absorbant les rayons infrarouges réémis par la Terre. Donc, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus l'atmosphère se réchauffe. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre additionnel. Donc, le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre, on l'a vu, mais c'est le plus abondant, aussi bien au niveau naturel qu'en termes d'émissions anthropiques. Je vous montre de nouveau donc, cette courbe, la courbe de Killing de Mauna Loa, qui montre très clairement l'augmentation de plus en plus rapide de CO2 dans l'atmosphère. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'atmosphère, le CO2 est relativement homogène. Il y a une bonne homogénéisation zonale due à la circulation atmosphérique qui est rapide. Il y a néanmoins un petit gradient interhémisphérique, donc entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, comme vous pouvez le voir sur cette figure, qui est un exemple en 2009. Mais ce gradient interhémisphérique reste relativement faible. On voit de nouveau ces successions glaciaires interglaciaires. Donc, je présente à nouveau la variation du CO2 au cours des 800 000 ans en bleu et la variation de la température en Antarctique, donc données qui ont été obtenues grâce aux gros efforts de carottage en Antarctique. Et donc, on l'a vu, ces données sont analysées dans les bulles d'air fossile de la glace et par l'analyse de la composition isotopique de la glace. On peut voir sur cette figure des variations glaciaires interglaciaires de l'ordre de 100 ppm et avec un maximum aux périodes interglaciaires et ce maximum est relativement homogène au moins sur les dernières périodes interglaciaires et de l'ordre de 280 ppm qu'on appelle la référence préindustrielle. C'est donc cette valeur qui va nous servir de référence pour définir le CO2 anthropique. Donc, je rappelle, aujourd'hui, les teneurs de CO2 dans l'atmosphère sont proches de 420 ppm. Passons maintenant au bilan de carbone. Donc, on l'a déjà vu dans la présentation précédente, donc je ne vais pas prendre trop de temps. Les émissions de CO2, donc c'est le Global Carbon Project qui a pour rôle de suivre l'évolution du bilan de carbone anthropique, c'est-à-dire l'évolution des flux de CO2 anthropique dans l'environnement. Et je vous présente ici la dernière évaluation, donc c'est les flux moyens qui ont été estimés pour la période 2009-2020. Donc les rejets de CO2 anthropique sont estimés à 11 gigatonnes de carbone par an.
en grande partie due à la combustion des énergies fossiles et dans une moindre mesure à la modification des sols, notamment la déforestation. On l'a déjà vu, les mesures de CO2 dans l'atmosphère permettent d'estimer l'augmentation de CO2 anthropique dans l'atmosphère sur cette période à environ 5 gigatonnes de carbone par an. Autrement dit, plus de la moitié du CO2, des rejets de CO2 anthropique n'est pas stocké dans l'atmosphère du fait des puits naturels de CO2 que sont les surfaces continentales et les océans. L'océan absorbe environ 2,5 gigatonnes de carbone par an, soit environ un quart des rejets de CO2 anthropique, ce qui en soi est une bonne nouvelle, mais en contrepartie, cela provoque le phénomène d'acidification des eaux, dont je vais vous parler ici assez brièvement, donc, au moins sur le principe. Donc, ce phénomène est directement lié à l'augmentation du CO2 dans l'océan. Quand le CO2 se dissout dans les eaux, il réagit avec les molécules d'eau pour former de l'acide carbonique. Donc, réagit avec les molécules d'eau pour former de l'acide carbonique qui va très rapidement se dissocier pour former des ions bicarbonate en libérant dans les eaux des ions hydrogène. Les ions bicarbonate vont éventuellement à leur tour se dissocier pour former des ions carbonates et de nouveau libérer une molécule, un ion hydrogène libre. Donc plus le CO2 augmente dans l'océan, plus on va libérer d'ions H+, et je vous rappelle que le pH, donc le potentiel hydrogène, est inversement proportionnel à la concentration d'ions H+. Donc plus il y a d'ions H+ libres dans l'océan, plus le pH des eaux diminue. D'autre part, la diminution du pH des eaux va favoriser le maintien des ions bicarbonate et donc réduire la formation d'ions carbonate. Or, ces ions carbonate sont essentiels à de nombreux organismes marins, notamment les organismes calcifiants qui utilisent les ions carbonate pour construire leur squelette calcaire. Donc ce phénomène d'acidification, qui est, je le rappelle, une diminution du pH, mais aussi une diminution de la disponibilité en ions carbonate, est une menace importante pour de nombreux organismes marins. Et je ne vous en dis pas plus, parce qu'on en apprendra davantage cet après-midi. Donc, on a vu que l'océan absorbe environ un quart des rejets de CO2 anthropique, ce qui permet de réguler le changement climatique, mais en contrepartie conduit à l'acidification des eaux. Ce constat appelle à suivre et comprendre l'évolution du flux de CO2 entre l'océan et l'atmosphère et la distribution du CO2 anthropique dans l'océan intérieur, de manière à apporter les bases scientifiques indispensables aux prises de décisions politiques. Les recherches autour de ces questions doivent faire face à plusieurs incertitudes que nous tentons de réduire. Notamment, pour estimer la part de CO2 anthropique, il est important de bien connaître la variabilité naturelle du CO2 dans l'océan, qui est intimement liée à la variabilité naturelle du climat, qui va impacter les courants océaniques et l'activité biologique. Il y a également la question de l'impact du changement climatique sur ces mécanismes océaniques et la question de l'estimation de la part anthropique de CO2 dans l'océan intérieur. Il existe effectivement plusieurs méthodes qui parfois sont en désaccord dans certaines régions. Donc, ce sont ces questions que je vais aborder dans la suite de ma présentation, mais avant ça, je voulais vous dire quelques mots sur les observations disponibles. Donc, il existe deux types de mesures de base pour étudier le CO2 dans l'océan. La première, c'est la mesure de la fugacité du CO2 dans les eaux de surface et dans l'air, qui va nous renseigner sur les échanges de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Donc la fugacité du CO2 que l'on peut mesurer à l'aide d'un analyseur infrarouge, comme sur cette photo,
C'est quasiment équivalent à la pression partielle, à ceci près que le CO2 n'est pas un gaz parfait. On peut également réaliser des mesures de la concentration de CO2 totale, aussi appelée carbone inorganique dissous, et de l'alcalinité totale, qui peuvent être mesurées simultanément par un dosage potentiométrique en cellules fermées. C'est par exemple cet instrument. Ces mesures, complétées par des paramètres hydrologiques et biogéochimiques complémentaires, tels que la température, la salinité, l'oxygène dissous ou les éléments nutritifs, va notamment nous permettre d'estimer la part de CO2 anthropique dans l'océan intérieur. Alors, il me semblait important de souligner que la communauté CO2 océanique est bien structurée au niveau international, notamment grâce à l'IOCCP, qui dépend de deux organismes, le département océanographique de l'UNESCO et le comité scientifique sur la recherche océanique. Donc, le rôle de l'IOCCP, c'est de coordonner l'effort d'observation du CO2 océanique au niveau international, en facilitant les discussions entre les différents acteurs pour optimiser la couverture spatiale et temporelle des données, et en soutenant différentes initiatives, notamment les synthèses d'observation et les produits de données. Vous pouvez voir sur cette carte les séries d'observations existantes. Donc, quand je parle de séries d'observations, ça veut dire que ce sont des observations qui sont répétées dans le temps. Et le code couleur vous indique le pays qui est impliqué dans cette série d'observations. Donc, ici, ce sont des mesures de surface donc, qui vont nous renseigner sur le flux air-mer de CO2. La contribution française est indiquée en noir. Donc, vous voyez, dans l'océan Indien Sud et Austral, la partie au sud de l'Australie, dans le passage de Drake, dans plusieurs lignes deux lignes dans l'Atlantique tropical, une dans l'Atlantique Nord, et des campagnes régulières dans le golfe de Guinée, ainsi qu'en Méditerranée et en Manche. En plus de ces séries d'observations, donc qui sont des observations répétées, il y a également de nombreuses campagnes ponctuelles qui vont acquérir des observations de CO2. Donc, toutes ces données sont rassemblées dans un atlas, l'atlas SOCAT. Et vous voyez donc sur cette carte toutes les données disponibles depuis 1957. Donc, quand on rassemble l'ensemble des données, ça permet d'avoir une bonne couverture spatiale. Néanmoins, en séparant ces données par décennie, vous pouvez voir qu'il y a donc déjà très peu de données avant les années 80 et des régions qui restent encore mal documentées, notamment le Pacifique Sud-Est et la partie nord de l'océan Indien. Une autre synthèse de données qui cette fois donc GLODAP, qui cette fois va rassembler les données acquises dans la colonne d'eau. Donc, grâce à cet instrument qu'on appelle la rosette, qui est équipé de bouteilles, qui va permettre de prélever de l'eau à différentes profondeurs. Donc, cette carte vous montre la distribution des stations de mesure au niveau international. De nombreux transects sont répétés environ tous les 10 ans. Et certaines stations plus ponctuelles sont, elles, réoccupées plus régulièrement pour observer la variabilité interannuelle du CO2 dans l'océan. Nous allons maintenant aborder la question des échanges de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Donc, comme nous l'avons déjà vu, le flux air-mer de CO2 dépend de la différence de fugacité de CO2 entre l'océan et l'atmosphère, qu'on appelle le déséquilibre air-mer de CO2. Et d'un coefficient K, le coefficient de transfert, qui dépend notamment de la vitesse du vent et de l'état de la mer. Donc K est toujours positif, autrement dit, le sens du flux va être gouverné par le déséquilibre air-mer. Donc le déséquilibre air-mer peut être négatif ou positif. Par convention, si la FCO2 dans l'eau est plus faible que dans l'air, le flux est négatif. Ça veut dire que l'océan absorbe du CO2 atmosphérique. On appelle ça des régions puits de CO2. Au contraire, si la FCO2 dans l'eau est plus élevée que dans l'air,
le flux est positif, l'océan dégaze du CO2 vers l'atmosphère et on appelle ça des régions sources. Donc, sur cette carte, vous pouvez voir la répartition des zones puits et sources de CO2. Donc, c'est une carte qui présente la moyenne des flux de CO2 pour l'année 2000, la moyenne annuelle, donc exprimée en mol de CO2 par mètre carré par an, donc pour les années 2000. Je rappelle, l'échelle de couleur, je ne sais pas si vous voyez bien, le 0 se situe au niveau du vert, donc on a un équilibre entre l'océan et l'atmosphère. En bleu et violet, le flux est négatif, ce sont des régions puits qui absorbent du CO2 atmosphérique. En jaune et en rouge, ce sont des flux positifs, donc des régions sources qui dégagent du CO2 vers l'atmosphère. Cette carte nous montre que les puits majeurs de CO2 se situent dans l'Atlantique Nord, les moyennes latitudes sud au niveau du Pacifique et tout autour de l'Antarctique, moyenne latitude nord, et tout autour de l'Antarctique aux moyennes latitudes sud. Les principales régions sources de CO2 vont, elles, se retrouver dans la zone équatoriale, notamment avec une source prononcée dans le Pacifique équatorial et aux hautes latitudes sud, autour du continent antarctique. En intégrant spatialement ces flux de CO2, on obtient un flux net global pour l'année 2000 de moins 2 gigatonnes de carbone par an. Donc l'océan, globalement, agit comme un puits de CO2 atmosphérique. Donc, je vous rappelle, aujourd'hui, l'océan absorbe environ 2,5 gigatonnes de carbone par an. Donc, on voit bien une augmentation du pompage de CO2. Donc, le flux devient de plus en plus négatif, qui est lié à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Par la suite, je vais focaliser pour parler de la variabilité du flux air-mer, focaliser sur 2 régions où cette variabilité est particulièrement marquée. Donc, cette figure présente l'évolution du flux air-mer de CO2 au niveau global, donc dans tous les océans. Et plus précisément, c'est les anomalies de flux de CO2, c'est-à-dire que c'est la différence pour une année donnée au flux moyen sur l'ensemble de la période. Donc, ce flux moyen était de l'ordre de 2 gigatonnes de carbone par an. Et donc, on voit les années où le flux est inférieur et les années où le flux est supérieur. Donc, cette figure nous montre qu'au niveau global, la variabilité interannuelle du flux peut atteindre plus ou moins 5 gigatonnes de carbone par an. Cette seconde figure, de la même manière, présente les anomalies de flux de CO2, mais cette fois uniquement pour le Pacifique équatorial. Et donc, ce qui est intéressant, en comparant ces 2 figures, on peut voir que certaines années, les anomalies sont en phase, ce qui indique que l'océan Pacifique équatorial peut contribuer jusqu'à la moitié de la variabilité interannuelle globale. Et cette variabilité importante dans le Pacifique équatorial est liée aux événements ENSO, donc les périodes El Niño, La Niña, qui vont impacter les courants océaniques et l'activité biologique. Donc, sans en dire plus, vous pouvez voir sur cette figure qui présente la pression partielle de CO2 dans le Pacifique équatorial en noir et en bleu, comparé à l'indice ENSO en vert. Donc, on voit cette corrélation importante. Et lors des événements El Niño, vous pouvez voir que la P de CO2 dans les eaux de surface est minimale et donc va permettre de réduire le dégazage de CO2 vers l'atmosphère dans cette région. Passons maintenant à l'océan austral, au sud de 35 degrés sud, pour parler d'une variabilité à plus long terme. Donc, cette région agit globalement comme un puits de CO2, puisque les
l'absorption importante aux moyennes latitudes n'est pas complètement compensée par les petites sources autour de l'Antarctique. Il y a environ 15 ans, plusieurs études ont suggéré une diminution inquiétante du pompage de CO2 par l'océan austral. C'est ce que vous pouvez voir sur cette figure, donc, qui présente l'évolution du flux air-mer au sud de 35 degrés sud. Donc, le zéro se situe ici. On a un flux négatif, donc une absorption. Ces estimations ont été réalisées en utilisant toutes les données disponibles dans la classe SOCAT au sud de 35 degrés sud et en utilisant deux méthodes d'interpolation des données, en bleu et en rouge. Donc, dans les années 90, on peut voir les résultats suggèrent une augmentation du puits, le flux devient de plus en plus négatif, alors que dans les années 90, les résultats suggèrent une réduction du pompage de CO2 par l'océan austral. Cette réduction du puits de CO2 dans l'océan austral est très vraisemblablement liée à une modification des vents. Donc les vents s'accélèrent dans l'océan austral et se déplacent vers le sud. Et ceci est lié à un forçage anthropique, c'est lié aux émissions de gaz à effet de serre et à la réduction de la couche d'ozone. Donc l'augmentation des vents dans l'océan austral va intensifier la remontée d'eau profonde, qu'on appelle un upwelling, au niveau de la divergence antarctique vers 60 degrés sud. Donc cette remontée d'eau profonde est directement forcée par les vents. Donc si on augmente les vents, on intensifie cette remontée. Et comme on l'a vu tout à l'heure, comme les eaux profondes sont chargées naturellement en CO2 de par la reminéralisation de la matière organique et la dissolution des carbonates, l'intensification de la remontée d'eau va augmenter les teneurs de CO2 dans les eaux de surface et donc réduire la capacité de l'océan austral à absorber du CO2 atmosphérique. Maintenant, la suite de l'histoire, les données montrent qu'il y a de nouveau un renversement de la tendance dans le début des années 2000 et l'océan austral, de nouveau, absorbe de plus en plus de CO2 atmosphérique. Étant donné que les vents continuent d'augmenter dans l'océan austral, cela suggère qu'il y a un autre mécanisme qui vient contrebalancer l'effet du vent sur le flux de CO2. Une hypothèse qui a été proposée, c'est la redistribution des centres de haute et de basse pression au-dessus de l'océan austral, qui va modifier le transport nord-sud dans les eaux de surface et donc modifier le transport de chaleur et de CO2 qui vont modifier la fugacité de CO2 et donc impacter le flux air-mer. Donc, pour rappel, l'océan absorbe environ un quart des rejets de CO2 anthropique. C'est une information importante, mais pas suffisante. En effet, il est aussi essentiel de savoir dans quelle masse d'eau ce CO2 anthropique va être stocké. S'il est stocké dans des masses d'eau qui ont un court temps de résidence en profondeur, la séquestration ne sera pas très efficace. L'isolement de l'atmosphère ne sera pas très efficace. En revanche, si le CO2 anthropique est stocké dans les masses d'eau profondes et de fond, il sera isolé de l'atmosphère pour plusieurs centaines d'années, voire quelques milliers d'années. Donc, avant de regarder sur la verticale, nous allons regarder quelles sont les régions océaniques qui accumulent le plus de CO2 anthropique sur la verticale. C'est ce qui vous est présenté sur les inventaires de carbone anthropique qu'on a déjà vu dans la présentation précédente. Donc, la carte à droite. Et j'ai remis ici la carte qui présente la distribution des puits et sources de CO2, donc dans les eaux de surface. Donc, ce sont deux résultats indépendants basés sur des données différentes, l'une sur des mesures de fugacité, l'autre sur des mesures de CO2 total dans l'océan intérieur, des méthodes différentes
qui amènent des résultats cohérents, à savoir que le CO2 anthropique s'accumule dans les régions qui absorbent du CO2 atmosphérique. Donc je rappelle, l'Atlantique Nord est essentiellement dans l'Atlantique Nord et les moyennes latitudes sud. Donc cette carte que je viens de vous présenter a été publiée en 2004 par Sabine et collaborateurs. C'était la première carte des estimations globales de CO2 anthropique dans l'océan. Et les données qui ont été utilisées ont été référencées à l'année 1994. Donc ça représente l'accumulation totale depuis la révolution industrielle en 1994. En intégrant spatialement ces inventaires, on obtient une quantité totale de carbone anthropique dans l'océan de 118 gigatonnes de carbone, donc accumulées sur 2 siècles, ce qui représente environ 30% des rejets de CO2 anthropique cumulés sur cette période. Plus récemment, Gruber et collaborateurs ont produit la suite de ces inventaires, donc, que vous pouvez voir sur cette deuxième carte, qui montre la différence de quantité intégrée, donc d'inventaire, entre 1994 et 2007. En intégrant cette différence d'inventaire, donc cette augmentation des inventaires, on estime que la quantité totale de CO2 anthropique dans l'océan a augmenté sur cette période de 34 gigatonnes de carbone, donc sur 13 ans. Et de nouveau, ça correspond à environ 30% des rejets de CO2 anthropique sur ces 13 ans. Donc la comparaison de ces deux figures suggère que globalement, la capacité de l'océan à séquestrer du CO2 anthropique reste intacte, donc pas ou peu impactée par le changement climatique. On remarque cependant des disparités régionales avec certaines régions qui gagnent en efficacité, par exemple dans l'Atlantique Sud, et d'autres, au contraire, qui séquestrent moins de CO2 anthropique, notamment les hautes latitudes de l'océan Atlantique. Donc, passons maintenant à la répartition du CO2 anthropique sur la verticale. Cette figure vous présente les estimations obtenues à partir de 4 méthodes différentes, donc dans le cadre d'un exercice d'intercomparaison qui a été réalisé il y a une dizaine d'années. Donc, les 4 figures utilisent les mêmes données dans le secteur atlantique, allant de l'Arctique à droite jusqu'à l'Antarctique à gauche. L'échelle de couleur est la même pour les 4 résultats, entre 0 et 70 micromoles par kilo, et montre en violet les eaux profondes au centre de cette section qui sont dépourvues de CO2 anthropique, parce que ce sont des eaux très anciennes qui étaient en surface, en contact de l'atmosphère avant la révolution industrielle. On remarque un maximum d'accumulation de CO2 anthropique dans les couches supérieures de l'océan, donc proches du contact avec l'atmosphère. Et on voit également des zones où le CO2 anthropique est entraîné en profondeur par le plongement d'eau dense, notamment dans l'Arctique, l'Atlantique Nord, les moyennes latitudes sud et le long de la pente continentale antarctique. La comparaison de ces 4 figures nous montre également qu'il y a des zones où les méthodes sont en bon accord. C'est notamment le cas des moyennes latitudes sud et de l'Atlantique Nord, et d'autres masses d'eau où les incertitudes sont plus importantes, notamment en profondeur dans l'Arctique et dans l'eau antarctique de fond, le long de la pente continentale antarctique. Alors, ces incertitudes s'appliquent aux concentrations totales de CO2 anthropique, mais pas nécessairement aux tendances dans les années récentes. Donc justement, on va maintenant s'intéresser à l'évolution de ces concentrations de CO2 anthropique en focalisant sur l'océan austral, d'abord au sud de l'Afrique et on verra ensuite dans le secteur indien. Donc, ces 3 sections vous présentent les concentrations de CO2 anthropique, donc de
de la subsurface jusqu'au fond, entre l'Afrique à droite et en allant vers le continent antarctique. Donc les données ont été acquises pour la première fois en 1996 et cette section a été répétée en 2008, puis plus récemment en début d'année. Donc ces résultats montrent clairement une forte augmentation des concentrations de CO2 anthropique dans ce qu'on appelle les eaux modales, qui plongent jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Donc on voit l'échelle de couleur qui passe du vert au jaune au rouge. On note également une augmentation de CO2 anthropique dans les eaux profondes qui étaient en 1996 encore dépourvues de CO2 anthropique. Et on voit en 2020, on a des concentrations de l'ordre de 10 micromoles par kilo dans ces masses d'eau. Et enfin, on note une propagation vers le nord des concentrations de CO2 anthropique dans l'eau antarctique de fond. Donc je vois qu'il me reste du temps, donc je vais terminer en présentant deux études récentes qui s'intéressent à l'évolution des concentrations de CO2 anthropique, à la tendance dans les eaux modales et dans l'eau antarctique de fond. Donc, la première étude, qui est une étude en cours, a permis d'évaluer l'évolution des concentrations de CO2 anthropique dans les eaux modales de l'océan Indien, donc en utilisant toutes les données présentes dans ce carré. Donc, les eaux modales sont formées dans la zone frontale, c'est-à-dire qu'elles quittent le contact avec l'atmosphère au niveau de la zone frontale, entre 30 degrés sud et 50 degrés sud, et sont transportées vers le nord à des profondeurs de 100 à 1500 mètres. On distingue plusieurs types d'eau modale. L'eau modale subtropicale, qui est formée dans la zone subtropicale et qui est la moins dense des eaux modales. L'eau modale subantarctique, qui est formée dans la zone subantarctique et qui plonge entre 300 et 800 mètres de profondeur. Et dans l'océan Indien, on en distingue trois types. Et enfin, l'eau antarctique intermédiaire, qui est formée dans la zone du front polaire, dans l'océan Pacifique Sud-Est, et qui plonge entre 800 et 1500 mètres de profondeur, donc la plus dense des eaux modales. Donc la figure vous montre l'évolution des concentrations de CO2 anthropique depuis 1985 dans ces différents types d'eau modale. Et globalement, donc on estime une augmentation des concentrations de l'ordre de 1 micromole par kilo et par an dans les eaux modales subtropicales et subantarctiques et de l'ordre de 0,4, donc 2 fois moins, dans l'eau antarctique intermédiaire, qui, je vous rappelle, donc les STMW et SAMW sont formés dans l'océan Indien, alors que l'eau antarctique intermédiaire est formée en Antarctique. Donc il y a le temps de transport qui peut expliquer ces plus faibles concentrations, cette plus faible tendance. Donc on a... Pour comparer nos résultats, on a estimé les tendances sur la période 94, uniquement 94-2007, de manière à comparer avec l'étude de Gruber, donc d'où est tirée cette carte. Et on obtient des estimations qui sont très comparables. Donc c'est une bonne nouvelle. Pour aller plus loin, donc on a estimé les tendances sur les années plus récentes, donc sur la période 2007-2017. Et sur cette période, il semblerait qu'on ait une diminution des tendances dans l'eau de mode subantarctique, c'est-à-dire un ralentissement de l'augmentation des concentrations de CO2 anthropique dans ces eaux modales qui pourrait être liée à une réduction du flux, de l'absorption de CO2 dans la zone subantarctique de l'océan Indien. Et un résultat similaire a été observé dans l'eau de fond antarctique. Donc, c'est une eau qui est formée dans différentes régions autour du continent antarctique, notamment la mer de Weddell, la mer de Ross, la Terre Adélie et la baie de Pritz.
Donc ce sont des eaux qui sont très denses parce que très froides et très salées, et qui vont donc tapisser la majorité du fond des océans. Donc, l'étude que je vais vous présenter a été réalisée grâce à des observations répétées dans le secteur indien de l'océan austral, vers 56 degrés sud. Donc, vous voyez ici les résultats, c'est l'évolution de la concentration de carbone anthropique depuis 1985. Donc, dans l'eau de fond antarctique, on se situe sous 4000 mètres de profondeur. Et donc, on observe déjà une faible augmentation sur 40 ans, 0,2 micromol par kilo et par an, c'est-à-dire 2 fois moins rapide que dans l'eau antarctique intermédiaire. On remarque également une variabilité interannuelle marquée et, dans les années récentes, une stabilité de la concentration de CO2 anthropique. Ce dernier résultat est accompagné par une réduction de l'oxygène dissous dans ces eaux, qui pourrait suggérer une réduction de la formation d'eau antarctique de fond, une réduction de la ventilation, ou bien une modification du mélange entre les différentes sources d'eau antarctique de fond. Donc pour finir, je vais vous exposer quelques points de conclusion. Donc on a vu que l'océan absorbe un quart des rejets de CO2 anthropique, ce qui permet de réguler le changement climatique, mais provoque l'acidification des eaux. Ce constat amène à se poser la question de savoir si le changement climatique a un impact sur ce puits de CO2. Nous avons vu qu'à ce jour, les observations ne semblent pas montrer de ralentissement du puits océanique sur le long terme. Au contraire, on a globalement une intensification du pompage avec l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. On observe néanmoins un lien étroit entre la variabilité du climat et la variabilité du flux air-mer de CO2 au niveau interannuel et sur des échelles multiannuelles. On a vu que la formation d'eau dense permet de séquestrer du CO2 en profondeur, mais pour combien de temps ? Puisque le retour de ce CO2 anthropique dans l'océan de surface devrait ralentir l'absorption de CO2 par l'océan en augmentant les concentrations de CO2 en surface. Mais à quelle échéance ? Pour aborder ces questions, on pense à la modélisation, à condition que les modèles soient capables de reproduire la répartition du CO2 anthropique dans l'océan. Ce qui m'amène à mon dernier point. Donc, on a vu que les observations permettent de mettre en évidence des changements dans le flux air-mer de CO2 et dans la distribution de CO2 anthropique dans l'océan intérieur, mais ces observations sont également indispensables pour valider, voire corriger les modèles, notamment ceux utilisés pour les projections climatiques. Je vous remercie de votre attention.